En Tunisie, au sud d'Hammamet, des archéologues ont découvert les vestiges d'une immense nécropole romaine. Plus d'un millier de tombes, intactes, depuis près de 2000 ans. Une chance, une belle chance de faire ressurgir un pan entier de l'histoire des habitants de cette province d'Afrique, à l'époque où elle était colonie romaine. Les paysages de l'actuelle Tunisie portent encore des marques de ces 5 siècles de présence romaine. Comme dans toutes les provinces conquises, les Romains ont importé ici leur organisation de la société, leur façon de vivre, leur modèle de construction urbaine, leurs valeurs. Mais ils se sont aussi imprégnés des cultures autochtones. Après la chute de Carthage en 146 avant Jésus-Christ, un vaste territoire de la rive sud de la Méditerranée devient nouvelle province de l'Empire et prend le nom de Africa. Au sud de Carthage, Puput, l'actuel Hammamet, acquiert à la fin du IIe siècle de notre ère le statut de colonie romaine. Les auteurs latins nous ont transmis les grandes lignes de cette histoire, mais ils n'ont rien révélé de la vie des artisans, commerçants, agriculteurs et pêcheurs qui peuplaient cette province. Aujourd'hui, une porte s'en trouve sur l'histoire oubliée de ce peuple. En plein cœur d'Hammamet, ville balnéaire prisée des touristes, un cimetière d'époque romaine a été découvert sur une zone d'environ 1 hectare. Depuis le mois de juillet 1996, une équipe d'archéologues tunisiens, français, italiens et japonais fouille ce site. Plus d'1 millier de tombes ont déjà été exhumées. Elles font de Puput la plus grande nécropole romaine d'Afrique découverte à ce jour. Mais Hammamet poursuit son développement touristique et les terrains non construits se font rares. Pour les archéologues, le temps est compté. Marc Griseimer est un spécialiste de fouilles de nécropoles romaines. Il a été invité à collaborer à ce chantier par sa collègue tunisienne, Aïcha Benabed, directrice de recherche à l'Institut national du patrimoine de Tunisie. Les précieux vestiges qu'ils exhument ensemble depuis 5 ans ont bien failli disparaître définitivement sous le béton. Mais aujourd'hui, c'est sous les coups de pioche des chercheurs que s'effritent ces sépultures inviolées depuis 20 siècles. Car pour accéder au contenu de chaque sépulture, il faut d'abord casser, détruire ce qui reste d'architecture maçonnée. Au fur et à mesure, les archéologues découvrent un espace complexe où s'enchevêtrent les traces de 3 siècles d'histoire. Ces ossements, remarquablement conservés, sont ceux de plusieurs générations d'habitants de cette région. Fragiles et troublants témoignages d'histoires individuelles et collectives. Fragments d'une mémoire presque perdue et que seuls les archéologues peuvent encore nous restituer. À condition qu'il leur soit laissé assez de temps pour fouiller, avant que les terrains ne soient happés par l'urbanisation. Une fragilité dont Marc Griseimer est particulièrement conscient. Ce sont les archives de la Terre. Celles-là n'ont pas brûlé, mais elles sont aussi fragiles parce que menacées sans cesse par l'activité de l'homme et sa pression sur le sol. Et de fait, dans ce contexte-là, fouiller une maison, une villa, une ferme
un monument public ou tout simplement une zone funéraire, c'est mettre de côté une bribe, une fraction d'une histoire qui, sans cela, serait irrémédiablement anéantie. مبروك بونو ايه ولا كافيه شو اسمه نسيته الهبل بالهبل ما تطلعش بالهبل يا ودي مكسر رايح هذا اشتر. La sépulture numéro 974 révèle la présence d'une amphore. Mark Griseimer suppose qu'elle abrite les ossements d'un enfant, car le col de l'amphore a été scié pour glisser un petit corps à l'intérieur. L'extraction de cet étrange cercueil est une opération délicate. Ne remuez pas le sable, qu'on le garde entier. Allez. Voilà. Ah, je voudrais aller, je voudrais. Voilà. Merci. Nickel. Allez. Comme ça. Pose-la. Non, non, pose-la. Ne bouge pas, ne bouge pas. On sache où était la tête. Pour Mark Griseimer, la terre contenue dans cet amphore est précieuse. Tout fragment, tout indice doit être sauvegardé, car les sépultures d'enfants sont jusqu'à présent rares dans cette nécropole. Pourtant, le taux de mortalité infantile de l'époque était très élevé. L'amphore livre peu à peu son contenu. Mais aucun objet n'apparaît. Les tombes d'enfants sont en général plus riches en offrandes que celles des adultes. Mais peut-être le défunt était-il trop jeune. Les ossements qui émergent peu à peu permettent déjà une évaluation. Un enfant âgé de 3 à 8 mois au moment de sa mort. Un dessin garde la trace de cette étape de la fouille. Il viendra s'ajouter à l'impressionnante quantité de documents et d'objets accumulés depuis l'ouverture du chantier. Un trésor pour les chercheurs comme John Shade, qui étudie au Collège de France les rites funéraires de l'Antiquité. Le grand apport d'une nécropole comme celle de Puput peut se résumer sous 2 points. D'une part, par la taille de l'exploration et de l'objet découvert, on a une masse telle d'informations qu'on peut parler sur une base statistique sûre et qu'on peut même résoudre tous les petits problèmes qui se posent dans l'analyse de telle ou telle tombe, qui sont toujours quelque part mal conservées. Donc quand on n'en a qu'une ou deux, on doit souvent se contenter de ne rien dire de précis. Ici, quand on en a des centaines, on peut toujours retrouver les mêmes données et donc compléter sans aucun danger de se tromper. Le deuxième grand apport, c'est la connaissance des rites funéraires et la connaissance de la mort, parce que la masse des données est telle que non seulement on peut établir facilement en quoi Puput est une nécropole romaine, puisqu'on retrouve toute une série de rites qui rappellent les rites du monde romain, et de l'autre côté, on pourra également avancer toutes les données qui font de Puput une nécropole de type africain. Les archéologues ont ainsi constaté la coexistence de différentes pratiques funéraires au cours des 3 siècles d'occupation romaine de ces terres. Dans un même enclos, au sein d'une même famille, certains individus étaient enterrés et d'autres incinérés, comme ici, sur un bustum, un bûcher établi en pleine terre. On sait que c'est le même os, donc c'est le plus important. Après, ce sera quand même plus facile pour recoller parce que ce sera dans le même sac. Contrairement à ce que l'on peut penser, les os brûlés, même à très forte température, ne sont pas réduits en cendres. En revanche, ils deviennent extrêmement fragiles. Là, il y en a pas mal, là, t'as vu, Marcel? Bien concentré au même endroit. Même j'ai essayé de fouiller, hop, Ça casse tout ça. Voilà. C'est pas grave.
toute façon, on sait déjà que c'est le même fragment. Même dans cet état, Paul Bellet peut encore en tirer de précieuses informations. Car depuis les années 1980, l'analyse des eaux brûlées et des charbons de bois a ouvert de nouveaux champs d'investigation à l'archéologie. Elle permet aujourd'hui de comprendre plus précisément les étapes et les gestes d'une crémation. On arrive même à reconstituer la composition et l'organisation du bûcher. On a encore toute la trame du bois, on a encore les parties ici, le départ de petites branchettes. Une observation plus fine encore au microscope électronique révèle les essences utilisées. On se servait de bois d'olivier, de genévrier, de cystagome, de pin pignon. Cette approche permet aussi de connaître, 2000 ans après, la température et la durée du bûcher, et même de savoir si le feu a été entretenu pendant la crémation. Ces indices sont précieux pour reconstituer le déroulement du rite. À 500 mètres du chantier, dans la maison de fouilles, le travail se poursuit tard dans la nuit. La quantité de matériel extrait de cette nécropole est considérable. Les archéologues doivent chaque soir documenter, dessiner, classer leurs trouvailles de la journée. Pour le moment, chaque fragment de céramique est considéré comme un indice. Plus tard seulement, il prendra sa place dans une vision d'ensemble. Grâce à ce travail d'approche méticuleux, les archéologues déchiffrent peu à peu l'organisation complexe de cette nécropole. Dans des enclos clairement délimités par des murs, les tombes maçonnées ou simplement creusées se superposent et s'enchevêtrent, occupant le moindre espace disponible sur plusieurs mètres de profondeur. Et parfois les niveaux les plus profonds recèlent des architectures originales. Dans la tombe numérotée 1645, ce sont une nouvelle fois des amphores qui apparaissent. Cette fois, elles semblent appartenir à la structure même de la sépulture. Alignées côte à côte au fond de la tombe, elles forment une sorte de protection au-dessus de la fosse sépulcrale, remplaçant ainsi les planches de bois ou les dalles de pierre que l'on utilise habituellement. Entières ou brisées, ces amphores constituent une matière riche d'informations pour les scientifiques. Tout est collecté. Ces fragments se ramassent en si grand nombre qu'ils ont imposé la construction de 2 entrepôts supplémentaires. La quantité d'amphores mises au jour et la variété de leur utilisation est une des particularités de ce site. Mais comment expliquer leur présence en si grand nombre dans une nécropole? Nous avons surtout en tête, quand nous parlons des cimetières, des mausolées très propres, très jolis, ou des sarcophages plus ou moins luxueux. Mais il faut savoir que tout le monde n'était pas enterré dans des objets aussi luxueux, aussi jolis, et qu'il y avait des gens plus pauvres qui utilisaient tout ce qu'ils trouvaient pour se faire enterrer, quelques planches, parfois simplement une fosse et puis un linceul, ou alors un mode très original, parce qu'il a bien survécu, qui sont les amphores. Et on trouve ainsi, les amphores sont des emballages perdus, et on trouve ainsi un peu partout des amphores coupés en deux, taillés en deux, qui servent, ou manipulés, ou taillés de diverses façons, qui servent de cercueil, ou de plancher, ou de couvercle, pour des enfants, mais aussi pour des adultes. Je dirais que malheureusement, la plupart des gens
devaient se faire enterrer dans ces emballages perdus qu'étaient les amphores. Oui, parce qu'elle a été attaquée par un produit. C'est pas possible qu'elle parte comme ça. C'est l'humidité et le produit. La nécropole d'Hammamet est aujourd'hui le plus grand gisement terrestre d'amphores de la période romaine. Plus de 200 spécimens entiers, intacts, ont été exhumés par des équipes d'Aïcha Ben Abed et de Mark Greisheimer. Quant aux tessons, ils se comptent par dizaines de milliers. Ces récipients en terre cuite pouvaient contenir entre 60 et 80 litres. Ils servaient au transport de denrées d'un bout à l'autre de l'Empire, du vin, de l'huile ou du garum, un condiment à base de poisson dont les Romains raffolaient. Les amphores découvertes dans la nécropole sont pour la plupart de facture africaine, un indice précieux pour évaluer l'importance du rôle commercial de la cité de Puput dans la région et dans l'ensemble de l'Empire. Michel Bonifay et Tomo Mukai viennent d'arriver sur le site. Ils sont céramologues et rejoignent l'équipe pour de courts séjours afin de soumettre les amphores à une première analyse. Pour eux, les magasins de la maison de fouilles renferment des énigmes à résoudre. En comparant la forme de chaque exemplaire, le timbre ou la signature du fabricant, ils parviennent à déterminer sa provenance, africaine, gauloise, ibérique ou italique. Mais pour pouvoir aller plus loin dans leur déduction, ils font appel à d'autres compétences. Claudio Capelli est géologue. Il travaille pour un laboratoire à Gênes. Ces quelques échantillons vont lui permettre d'étudier la composition des pâtes utilisées pour tourner ces amphores. C'est au cœur de la matière qu'il faut aller chercher les indices. La composition minérale, les couleurs, les formes, la taille des inclusions anguleuses ou arrondies racontent l'histoire de la fabrication de ces amphores. Les terres plus ou moins argileuses, plus ou moins riches en fer ou en quartz utilisées par les potiers, signent leur origine géographique exacte. En identifiant les lieux de production de ces amphores, on définit aussi les régions exportatrices des denrées qu'elles contenaient. Apparaît alors clairement la richesse des échanges à destination du golfe d'Hammamet. Mais seule une partie infime du matériel recueilli a pour l'instant été analysée. Des heures durant, Tomo classe et numérote les quelques 55 000 fragments exhumés de la nécropole à ce jour. Un travail de fourmi, lent, méthodique, quelquefois fastidieux. Mais c'est le socle indispensable sur lequel s'appuieront les découvertes de demain. Car le temps prend ici une dimension différente. Ces fragments ont plus de 2000 ans. Et leur analyse détaillée nécessitera sans doute plusieurs dizaines d'années de travail.
la connaissance de notre passé est à ce prix. Au IIe siècle après Jésus-Christ, cette province d'Afrique porte le nom de Byzacène. Ces cités acquièrent le statut de colonie sous l'empereur Commode. Un privilège qui montre l'intérêt de Rome pour cette région agricole en pleine expansion, qui l'alimente de ses cultures de céréales et d'olives. Marque spectaculaire de cette reconnaissance, un immense amphithéâtre est édifié à El Djem, à 150 km au sud de Carthage. Construit sur le modèle du Colisée de Rome, il peut accueillir jusqu'à 12 000 spectateurs qui viennent assister ici à des combats de gladiateurs ou aux spectacles donnés à l'occasion des fêtes locales ou des commémorations impériales. Inspirés par des recherches archéologiques, les aquarelles de Jean-Claude Golvin mettent en lumière le savoir-faire de ces milliers d'ouvriers anonymes, maçons, charpentiers et artisans qui ont construit l'amphithéâtre d'El Djem, mais aussi la splendide ville romaine de Carthage. Bâtie sur les ruines de l'ancienne cité punique, elle est avant tout l'œuvre de ce peuple d'Afrique du Nord, oublié des historiens romains. Les vestiges de ces monuments symboles de la puissance de Rome sont aussi les témoins de l'histoire de cette population dont les fouilles de la nécropole de Puput font revivre aujourd'hui la mémoire. Ce sont des gens de moyennes et petites conditions qui ont construit ces murs, qui ont construit ces villes, qui ont fait la prospérité de cette Afrique. Et qui se sont couchés dans cette terre avec un rituel, avec une certaine grandeur tous. Et moi, je suis très heureuse de les faire revivre et de participer à cette action, de les faire rentrer dans l'histoire, eux, en tant qu'individus humains, de cette partie de mon pays. Depuis l'aube, Paul Emuersen fouille la tombe numérotée 1174. Après 3 heures de fouille, des fragments de métal apparaissent. Non, apparemment, ça a dû subir le feu, donc c'est vrai que ça a pris une espèce de forme un peu bizarre, ça s'est déformé. On voit les petites boules là, les petites perles. Un objet a été brûlé avec le corps. Sous l'effet de la chaleur, le métal a fondu et forme une masse compacte, difficile à identifier. Voilà, on voit bien l'aspect verdâtre du bronze. Ce sont peut-être les restes d'un collier, ce qui permettrait de supposer que cette sépulture est celle d'une femme. Mais d'autres fragments apparaissent. Le puzzle se complique. Non, c'est du bronze aussi apparemment, mais là c'est quelque chose de plat. Peut-être autre chose, c'est peut-être un autre objet qui a pu être posé. Ça c'est de l'os, du charbon. Là, une petite là. Elles sont tellement petites, elles vont passer dans le tamis. Non, on va carrément le mettre dans un sac et je le tamiserai. Là, quelque chose là, j'arrive pas à le... Il y a comme une surface très plate. J'arrive à bien la dégager. Tu as vu? Qu'est-ce que ça peut être? Che ne pensa? Très très fragile parce que ça, au fur et à mesure, si je frotte un peu trop fort, ça vient avec le pinceau. Così vediamo intanto la dimensione,
Perché li ho già preso qualche fragmenti. Non. Tu vois, c'est très très fin. C'est un miroir? Si. Un miroir en bronze. Le 6e trouvé dans cette nécropole. C'est peu, très peu. Un miroir, un collier. Ces objets personnels semblent bien avoir accompagné une femme dans son dernier voyage. Allez. Les archéologues trouvent ainsi des bijoux, des poids de tissage, des statuettes de terre cuite, des lampes, des petites choses qui entrouvrent une porte sur l'intimité des hommes et des femmes enterrés ici. C'est à toi là. Tu vas aller là. La rareté des offrandes en métal confirme le caractère très modeste des sépultures de cette partie de la nécropole. Un peu plus loin, c'est par la découverte surprenante de couleurs que la vie se manifeste à nouveau. Le caisson maçonné d'une sépulture révèle des traces de pigments colorés. Débarrassée de sa gangue d'ocre, la tombe laisse éclater des dominantes saturées de rouge et de violet, des couleurs qui évoquent immédiatement pour les chercheurs l'iconographie funéraire romaine. En guirlande ou en bouton, les fleurs y sont omniprésentes. Peinte ici sur l'extérieur de la tombe, elle rappelle le rite funéraire entre chacune des visites des membres de la famille. D'abord, la fleur peut être l'équivalent du sang. Il y a des interprétations de ce type. Donc, offrir des fleurs aux morts, c'est en quelque sorte presque un sacrifice métaphorique où on immolerait un animal en son honneur. C'est aussi un élément de décoration de banquet, parce que les fleurs en couronne, c'est l'un des attributs du banquet. Au moment où on célèbre un banquet, on se couche, on mange de la viande dans un premier service, et au deuxième service, on fait distribuer des couronnes, les gens se couronnent avec des fleurs, se parfument et boivent et bavardent. C'est là le moment des échanges, de la poésie, du chant et de la beuverie, bien entendu aussi, parce que les rites funéraires romains, au-delà de l'incinération ou de l'inhumation, sont des rites de type alimentaire. Jean-Marie Gassin est architecte, mais il est aussi dessinateur. Il tente ici de restituer une vision de la nécropole telle qu'elle pouvait être il y a 2000 ans. Son expérience lui permet d'interpréter ces vestiges, de redonner un volume à ces monuments nivelés par les siècles. Élaborés à partir des traces conservées sur le site et des données historiques, ces dessins ne sont qu'une proposition destinée à stimuler l'imagination des archéologues, à leur fournir de nouvelles pistes dans leurs recherches, à matérialiser ce que le temps a effacé. Cet aspect très coloré des tombes marque comme une limite entre ce qui est ce monde-ci, qui est coloré, et ce qui est au-delà, qui est sombre et
humide, marécageux. Enfin, il y a toute une série de termes qui décrivent cet au-delà, cet en bas, en fait, où sont les défunts, qui n'est pas très drôle à vivre et à supporter. On dit de profiter de la vie tant qu'on l'a encore, parce que rien n'est meilleur que la vie. En dégageant une sépulture, les archéologues se trouvent aujourd'hui confrontés à une saisissante image de la mort. Un étrange cercueil, un masque déposé au sommet d'une amphore, mimant le corps du défunt. Peut-être reproduit-il les traits de celui qui est enterré ici. Mais sous ce masque se cache un autre masque, brisé celui-ci. On a retrouvé plusieurs de ces masques à Puput. Posés sur le visage du défunt, ils représentent souvent le dieu Hermès, le passeur des âmes, celui qui accompagnait le défunt vers son séjour définitif. En lui confiant le mort, la famille s'assurait qu'il arriverait à bon port et ne reviendrait pas hanter le monde des vivants. On sait très peu de choses de la fabrication de ces visages de terre cuite qui sont rarissimes dans le monde romain. Certains sont brisés comme celui de cet enfant. Quelqu'un l'a jeté dans la tombe en dispersant volontairement les morceaux aux quatre coins. Un geste qui symbolise sans doute la dissolution de la personnalité de cet être cher au moment de son décès. Depuis 5 ans, au rythme de 2 campagnes par an, la mise en route du chantier chaque matin entre 6h et 7h est devenue un rituel pour l'équipe. Mais sous cette apparente tranquillité, chacun est conscient du temps qui s'écoule et de la quantité de travail qui reste à accomplir avant que les terrains ne soient restitués à leurs propriétaires. L'exploration d'une seule tombe représente pratiquement une journée de travail, des premiers coups de pioche jusqu'au dernier dessin. Pour comprendre les gestes accomplis lors de la cérémonie funèbre, il faut faire le chemin à l'envers, pas à pas, prudemment. Le caisson de maçonnerie construit après les funérailles au-dessus du tumulus qui recouvre le mort doit d'abord être soigneusement démonté. Le mortier qui le compose peut contenir des tessons de céramique précieux pour la datation. Au bout de quelques heures, du côté de la tête du défunt, apparaissent les premières offrandes. Ce sont les objets déposés sur le tumulus par la famille au moment de l'enterrement. Sur cette tombe numérotée 1178, un vase en sigillé a été retourné et volontairement brisé. C'est la trace d'un geste rituel. Dans l'Antiquité, le banquet funéraire se partageait entre les hommes et les dieux, entre la famille et le mort. La part divine et celle du mort étaient alors symboliquement détruites. De la terre qui entoure ce vase émergent maintenant 2 lampes à huile.
Par chance, l'une d'elles est marquée d'un timbre. Il permettra d'identifier le potier ou l'atelier qui l'a fabriqué. Il s'agit visiblement d'une production locale. En retournant la seconde, Marc Griseimer découvre qu'elle est ornée d'une représentation de la déesse Africa, personnification de la province. Son image apparaît fréquemment sur les nombreuses lampes retrouvées dans la nécropole. Anthropologue de formation, Paul Bellet s'est spécialisé dans l'étude des eaux brûlées. Son laboratoire a mis au point une méthode consistant à appliquer à un vase cinéraire les techniques d'une fouille de terrain. Une approche qui a déjà fait ses preuves sur les chantiers d'Alexandrie. C'est une micro-fouille au cours de laquelle l'anthropologue progresse dans les fragments osseux, couche par couche, du haut vers le bas. Donc enclos 55, mausolée 14, urne numéro 8, nous sommes à 150 mm du départ de la fouille. On a un fragment de branche montante droite de mandibule avec le col et le condyle. Un fragment d'os du carpe. Un fragment de diaphyse de Tumérus. Un fragment de tête d'humérus. Un fragment de diaphyse d'avant-bras. Un fragment de partie distale de diaphyse d'humérus. Autorisé à transporter une partie des ossements en France pour une étude plus approfondie, Paul Bellet poursuit son travail à Draguignan. Dans certaines urnes, il a constaté que la répartition des os respectait l'ordre anatomique du squelette, de la tête aux pieds. Dans d'autres, les os étaient regroupés par paires. Parfois même, une urne pouvait contenir les restes de plusieurs individus. Au cours d'une exploration de ce type, les résidus osseux fournissent d'étonnants indices. Leur couleur, par exemple, peut apporter des informations sur la température du bûcher, sur sa durée, sur le fait que le feu ait été ou non entretenu par un préposé. Lors de la reconstitution de l'ensemble du squelette, la déformation de certains ossements livre des indications précises sur la structure même du bûcher. L'anthropologue peut aussi déduire l'âge au moment du décès et le sexe de l'individu. Dans cette urne, il s'agissait d'une jeune femme d'environ 24 ans, probablement enceinte. Paul Bellet a retrouvé dans l'urne quelques fragments d'os de fœtus. Dans la nécropole de Puput, l'inhumation en pleine terre semble avoir été le rite funéraire le plus répandu. Alors pourquoi, parfois dans un même enclos, les deux rites ont-ils coexisté pendant plusieurs siècles? Affaire de tradition familiale peut-être, ou de moyens? Ou bien comme aujourd'hui un choix, qui reste au bout du compte individuel? Seuls, les enfants semblent avoir été systématiquement inhumés. Dans les tombes et dans les allées bordant les enclos, les archéologues découvrent quelques pièces de monnaie, en petit nombre. À peine plus de 200 pour plus de 1000 sépultures fouillées. Certaines ont été brûlées avec un défunt. Le feu les a rendues presque impossibles à identifier. D'autres, en revanche, ont permis au numismate Jean-Luc Daigné d'établir qu'elles n'étaient plus en circulation à l'époque où elles ont été déposées dans la tombe. Une offrande symbolique
accessible à une population modeste. En progressant dans cette partie populaire de la nécropole, les archéologues continuent de mettre au jour des objets simples, de la vaisselle brisée, des statuettes en terre cuite, des vases et surtout des lampes. Les lampes semblent avoir été l'offrande la plus fréquente. Souvent ornées de scènes de la mythologie romaine, elles témoignent de la diffusion de la culture de l'Empire dans cette région d'Afrique. Plus d'1 millier ont été retrouvés à ce jour. Beaucoup de tombes sont archéologiquement intactes. Et pour ces sépultures intactes, il n'y a aucun emplacement possible pour qu'elles aient pu recevoir une inscription sur marbre ou une inscription peinte ou simplement un graffito. Ce qui signifie que nous sommes, pour une bonne part, face à une population soit qui n'a pas accès à l'écrit, soit qui ne souhaite pas utiliser l'écrit pour pérenniser une mémoire. En revanche, ce qui est tout à fait différent de ce qui se passe ailleurs à la même époque, en Afrique, où l'épigraphie funéraire est omniprésente. Là, non, dans cette zone de la nécropole, très peu de fragments épigraphiques, la mémoire se conservait autrement. C'est celle des survivants de la famille qui reviennent. On apporte des objets, on les dépose. Il y a des rites, des gestes qui sont accomplis sur et autour de la sépulture. On n'a pas eu besoin d'écrire. Ici, c'est par le geste rituel que le souvenir se perpétuait et un geste ne laisse que peu de traces. Mais dans l'enchevêtrement des sépultures anonymes, les archéologues ont découvert ici une exception. Au-dessus du caisson maçonné de quelques tombes, un tube de terre cuite semble communiquer directement avec l'intérieur de la sépulture. Selon la tradition romaine, au moment des funérailles, la famille se sépare symboliquement du défunt. Une épreuve qu'elle matérialise par un sacrifice alimentaire partagé avec lui sur la tombe. Pendant ces cérémonies, des libations de vin sont versées au défunt par ce tube. Il consomme ainsi de façon très réaliste sa part du sacrifice. Chaque année, lors de la fête des morts et des anniversaires, le même geste symbolique est répété pour entretenir la mémoire du défunt. En 5 ans, les archéologues n'ont exploré que 4 tombes à libation. Mais aujourd'hui, la découverte d'une 5e tombe monopolise l'attention de l'ensemble de l'équipe. Les archéologues vont tenter de récupérer intact ce moyen de communiquer avec le défunt, mis en place il y a 2000 ans. Au bout du conduit qui la reliait au monde extérieur, l'urne apparaît enfin. Aïcha Ben Abed tenait à ce que ses étudiants en archéologie de Tunis assistent à ce moment exceptionnel. C'est une occasion unique de leur faire ressentir l'importance de ce type de fouille qui permet d'approcher au plus près la réalité des populations antiques.
Ici, par exemple, les archéologues s'interrogent sur l'origine du mort enseveli sous cette tombe à libation. Un colon qui aurait conservé les rites romains ou un Africain conquis par la romanisation? La réponse se trouve peut-être dans la technique de construction, dans la maçonnerie utilisée ou dans les ossements contenus dans l'urne. Avec un... c'est une pierre complète. Dans la maçonnerie, voilà. Oui, mais regarde, ça adhère pas trop quand même. Parce que regarde, ça bouge. Si tu enlèves cette pierre qui soutient le tuyau, ça se décolle là. Complètement. Tu vas voir tout le reste qui va dégringoler. Regarde, déjà ça fait bouger. L'extraction est réussie. Ce dispositif original ira rejoindre l'ensemble des pièces collectées depuis 5 ans qu'Aïcha Ben Abed envisage de présenter au public dans un musée sur le site même de leur découverte. Tu sais ce qu'on va faire? On va le mettre dans un sac. Mark Griseimer vient d'apprendre que les sondages effectués dans le livret qui borde le chantier ont révélé la présence de nombreuses tombes de la même période. Tessons de céramique et restes de maçonnerie affleurent un peu partout sur plusieurs centaines de mètres. La nécropole serait bien plus étendue que ce que les premières estimations laissaient supposer. De l'autre côté de la route, à environ 500 mètres de là, ce sont les vestiges d'un mausolée que d'autres sondages, suivis d'une fouille, viennent de mettre au jour. À l'évidence, le cimetière s'étend aussi sous les constructions de la ville moderne. Cette grande nécropole romaine d'Afrique serait en fait 3 à 4 fois plus importante que ce que les archéologues avaient imaginé. La superficie de l'ensemble pourrait finalement atteindre plus de 7 hectares. Mais une grande partie de la nécropole est déjà perdue sous les constructions existantes. C'est sur cette révélation que va se terminer la saison de fouilles. Mark Griseimer et Aïcha Ben Abed espèrent au moins avoir le temps d'achever leur exploration de l'hectare miraculeusement préservé lors des prochaines campagnes. D'ores et déjà, l'énorme quantité de documentation brute accumulée au cours de ces 5 années représente une valeur inestimable. Elle continuera de nourrir des recherches dans différents domaines longtemps après la restitution des terrains à leurs propriétaires. La nécropole d'Hammamet constitue désormais une référence incontournable pour étudier la vie et les pratiques funéraires des habitants de l'Afrique romaine des premiers siècles. Mais le plus émouvant trésor d'Hammamet, ce sont ces milliers d'objets déposés par les habitants de l'antique Puput aux côtés de leurs morts. Chacun d'entre eux a été soigneusement choisi pour accompagner un être cher dans son ultime voyage. Il nous renvoie aujourd'hui un reflet fragmentaire de la vie dans les colonies romaines. Certains des bibelots et des objets usuels semblent avoir été intimement liés aux activités, au goût, au destin des hommes et des femmes enterrés ici. D'autres objets, comme de très nombreuses lampes à huile ou comme quelques masques mortuaires, ont sans doute joué un rôle symbolique dans les rituels funéraires.
Les siècles écoulés ont nivelé leurs différences, obscurci leur sens. Mais leur découverte aujourd'hui fait de chacune de ces modestes offrandes un témoignage précieux. Ce sont les toutes seules traces qui subsistent de toute une population qui, sans elle, aurait définitivement basculé dans l'oubli.